Bienvenue Stéphane. Merci. Merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux nous partager les apprentissages qu'il y a eu avec cette étude que vous avez réalisée l'année dernière? Alors, il y a beaucoup d'apprentissages, mais peut-être commencer effectivement par peut-être l'importance que la confiance a pour effectivement les jeunes et leur avancée dans la vie, leurs apprentissages, etc. Moi, ce qui était intéressant, c'est de prendre ce sujet de la confiance un peu au sérieux, parce que c'est un mot qui est un peu valise parfois. On a bien vu aussi dans la première table ronde que c'était finalement un concept qui était très large, qui envoyait à beaucoup de dimensions. Et puis finalement, la tentation face à un concept très large comme ça, c'est peut-être de le laisser aux oubliettes et puis de se dire c'est trop compliqué, on ne va pas s'y intéresser, etc. Donc on a essayé effectivement de trouver des petites focales sur lesquelles effectivement on pouvait appuyer pour montrer que c'était quelque chose d'important. Alors juste pour balayer peut-être dans le parcours des enfants et des jeunes, en premier lieu, c'est vrai que l'apprentissage en tant que tel nécessite beaucoup de confiance, et peut-être qu'au tout départ, c'est beaucoup une confiance dans l'adulte, dont on a pu mesurer, notamment en consultant des recherches en psychologie expérimentale, que très tôt, les enfants font ou ne font pas confiance aux adultes. Et sur quoi ils se basent finalement pour ça? Beaucoup sur des aspects affectifs. Justement, on a parlé dans la première table ronde des aspects affectifs dans la confiance, mais c'est vraiment le point d'entrée, c'est-à-dire que effectivement, à partir de recherches qui ont été menées sur des enfants, par exemple à 5 ans, on a pu voir qu'effectivement, ils adhéraient beaucoup plus aux propositions qu'on leur faisait quand l'adulte était pourvoyeur de soins, pourvoyeur d'attention, etc., indépendamment complet de son statut et effectivement de sa compétence professionnelle. C'est-à-dire, c'est pas forcément le prof qui est vu comme celui à qui on doit faire confiance parce qu'il est prof, mais plutôt par sa posture. Et même, on se rend compte que très tôt, les jeunes enfants sont très sensibles à la fiabilité. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils vont se retrouver face à quelqu'un qui va commencer à leur dire des choses qu'ils savent fausses, ils vont très vite le cataloguer comme indigne de confiance. Donc très tôt, en fait, il y a un vrai enjeu de confiance dans le fait d'embarquer des enfants dans un projet éducatif, parce que effectivement, comme ça a été dit dans la première table ronde, finalement, dans la confiance comme dans les apprentissages, il y a un côté prise de risque, il y a un côté pari. Et pour l'enfant, le pari, c'est de se détourner d'une satisfaction immédiate, de choses dont il sait qu'il va retirer un plaisir immédiat, pour se tourner vers des choses plus ardues, on va dire. Et puis ça perdure dans le temps. Dans la première table ronde, on a parlé effectivement dans la démarche pédagogique de se heurter au refus. Mais c'est vrai que dans ce fait de se heurter au refus, il y a effectivement aussi une question de confiance, c'est-à-dire qu'il y a une adhésion ou pas à un projet éducatif aussi beaucoup sur la confiance qu'on porte à celui qui le propose. Et puis après, il y a la confiance en soi qui prend le relais, pas mal. Et ça, on sait que très vite, les jeunes vont se construire ce qu'on peut appeler une image de soi, académique, par exemple, dans le contexte scolaire, où ils vont très vite avoir une idée de ce en quoi ils sont capables ou pas capables. Il y a un exemple qui est souvent cité, effectivement, c'est qu'on propose, par exemple, une même tâche à un groupe là, en l'occurrence, c'était à des filles, en leur disant que soit à certains, on leur dit c'est du dessin, à d'autres, on leur dit c'est de la géométrie. Et elles réussissent beaucoup mieux quand on leur dit que c'est du dessin que de la géométrie, du fait de leur représentation, effectivement, de leur confiance en elles, dans leur capacité à répondre à une question mathématique. Et puis au-delà des apprentissages scolaires, ce qu'on a pu mesurer notamment par notre baromètre, c'est que finalement le manque de confiance en soi fait que beaucoup de jeunes renoncent à des expériences formatrices et qui auraient pu les mener à développer
des compétences, à développer des savoirs, etc. Alors ça peut être des expériences enfin, renoncer à des choix d'orientation ou de formation, ça peut être renoncer à des choix d'activités culturelles ou sportives, artistiques, ça peut être aussi renoncer à postuler un emploi, ça peut être aussi renoncer à prendre la parole à un moment où finalement ils auraient pu s'affirmer et à travers cette expérience de prise de parole, savoir un peu plus qui ils étaient et vers quoi ils tendaient. Et on a pu mesurer dans notre baromètre effectivement que c'était 8 jeunes sur 10 qui disaient parfois ou souvent renoncer à ces aspirations-là par manque de confiance en eux. Et puis peut-être le dernier aspect de la confiance qui est important, c'est la confiance en l'avenir, parce que effectivement, finalement, s'engager dans des parcours éducatifs et dans des parcours de formation et dans des parcours de développement humain, c'est aussi en vue de quelque chose, souvent. Et il faut avoir un minimum confiance dans le fait que ça va servir à quelque chose, etc. Et donc, selon la perception qu'ils ont, l'optimisme qu'ils peuvent avoir par rapport à l'avenir, l'envie de s'engager est plus ou moins fort. Alors, le point positif, c'est que les jeunes sont un peu plus optimistes dans l'avenir que leurs aînés, d'après effectivement les résultats notamment de notre baromètre. Mais ça concerne pas tous les jeunes. Et c'est vrai que effectivement ceux qui ne peuvent pas se projeter dans des expériences futures de réussite ou dans des expériences futures épanouissantes ont beaucoup plus de mal effectivement à s'engager dans des apprentissages, s'engager dans ce parcours qui est parfois semé d'embûches et d'échecs qui mène jusqu'à une forme de réussite, quelle qu'elle soit. Et alors, quel est dans ce contexte-là le rôle des éducateurs, que ce soit la famille ou les équipes éducatives à l'école ou en dehors de l'école? Alors, l'aspect qu'on a pu déjà voir à travers les premiers éléments de réponse que j'ai donnés, c'est qu'il y a effectivement une forme de responsabilité des éducateurs sur, c'est déjà sur l'aspect faire confiance, parce que c'est effectivement un premier pas, c'est-à-dire effectivement donner sa chance, mais aussi faire attention que les expériences dans lesquelles ils vont engager les enfants soient aussi des expériences qui, en fait, mobilisent aussi des affects positifs, d'une mise en action qui fait vivre des expériences qui peuvent justement teinter d'émotions plutôt positives. Alors, ce sont en premier lieu des expériences de réussite. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui peuvent avoir une première expérience d'un contexte éducatif sous l'aspect plutôt de l'échec, ou en tout cas on va dire de feedback qui ne sont pas forcément très positifs. Et on sait, et c'est très inégalitaire, parce qu'on sait que dès le départ, certaines dispositions qui seront, on va dire, acquises indépendamment de contexte scolaire, par exemple, vont être plus ou moins valorisées. Dès l'arrivée à la maternelle, effectivement, on va plus valoriser des interventions d'enfants qui ont un rapport effectivement informé avec les apprentissages, ou bien des enfants qui sont particulièrement à l'aise pour prendre la parole face à des adultes, etc. Donc il y a une vraie responsabilité que l'entrée dans la relation avec l'éducateur et l'entrée dans la proposition pédagogique soit une entrée qui se fasse avec une certaine dose de réussite, avec une certaine dose de positif, une certaine dose aussi d'émotions joyeuses, d'expériences vécues qui peuvent être valorisées, effectivement. Donc ça marche bien pour beaucoup d'enfants, mais effectivement pas pour tous. Et c'est vrai que ça commence dans la famille aussi, effectivement, dans le fait on sait qu'avec dès le plus jeune âge, il y a des attitudes de l'adulte qui sont plus ou moins propices à inspirer la confiance. Et effectivement, c'est des postures
d'attention, de soins, de réponse aux besoins exprimés par l'enfant, etc. Et c'est vrai que ces premières expériences de confiance dans l'autre, et la confiance, elle est quelque part un peu là dès le départ, parce que effectivement, la spécificité du jeune enfant, c'est que s'il ne fait pas confiance, eh ben, il ne survit pas, quand même, puisqu'il n'est pas capable seul de répondre à ses besoins. Donc elle est là dès le départ, donc finalement, il n'y a pas fondamentalement à la susciter au départ, mais plutôt à l'entretenir. Et on sait très bien que le jeune enfant, pour le coup, dans la vidéo introductive, on parlait de la question des échecs. Le jeune enfant, il a pas peur de l'échec. Hein, parce que le jeune enfant qui apprend à marcher, par exemple, il va tomber un millier de fois avant de savoir marcher. Donc, si on transpose à plus tard, si tu rates 1000 fois ton exercice de maths, je ne pense pas que tu arrives à 1000 avant de te décourager. Donc, il y a effectivement quelque chose qui est déjà là et qu'il faut un peu entretenir, effectivement, avec une posture qui favorise cette entrée dans la confiance. Et donc cette étude qui s'intitule « Ce que nous devons à la jeunesse », finalement, quelle proposition elle ouvre ou quelle piste elle propose, et je pense notamment peut-être les liens entre les associations, les écoles et puis peut-être les familles. Est-ce qu'il y a des pistes concrètes ou des expérimentations dont tu peux nous parler ? Alors, les pistes concrètes, c'est vrai que si on reprend un peu ce qui a été dit dans la première table ronde, on voit que la confiance, elle se situe à la périphérie de plusieurs domaines. Alors, il y a le domaine affectif, effectivement. Il y a le domaine des connaissances quand même, parce que effectivement, c'est parce qu'on a pu expérimenter des faits concrets que parfois on a confiance. C'est tout simplement parce que j'ai eu une super note en maths que j'ai confiance dans le fait que j'aurai peut-être une super note après, ou même dans la relation à l'autre. C'est parce que effectivement tu m'as prêté ton stylo que je me dis tiens, il est sympa. Et puis il y a une notion très importante qui est la notion de s'engager. Et puis ça a été beaucoup dit dans la première table ronde, c'est qu'en fait si on se pose 1000 questions avant de faire les choses, probablement on va pas les faire, et c'est pas comme ça qu'on va développer cette confiance. Alors concrètement, toutes ces dimensions-là, elles se retrouvent souvent effectivement dans des projets qui ont une dimension d'action, qui ont une dimension collective pour effectivement expérimenter la complémentarité, la confiance en l'autre, etc. Et puis qui ont une dimension affective aussi. Et puis qui peuvent donner lieu qui peuvent permettre aux jeunes et aux enfants de constater effectivement, d'avoir des faits concrets pour mesurer leur réussite. Alors ça peut être des projets pédagogiques. Je ne sais pas, la semaine dernière j'étais en déplacement dans un collège en Savoie. Ils ont par exemple un potager. Ils l'ont vraiment pensé comme un projet pédagogique, c'est-à-dire ils ont tout retapé avec les enfants, ils cultivent des pommes de terre que les enfants vont vendre au marché ils ont monté une mini-entreprise, ils vont vendre au marché, et avec l'argent récolté par le marché, ils peuvent racheter des équipements pour le potager, etc. Donc là, il y a un peu toutes les dimensions. Il y a le côté collectif, il y a le côté valorisation, il y a le côté aussi contact avec utilité. Ils vendent à des clients qui leur disent c'est super, et puis ça crée aussi du lien parce que au marché, il y a les personnes âgées qui étaient au collège, même collège qu'il y a 30 ans, ou beaucoup plus du coup. Voilà un exemple. Il y a toutes les expériences. Dans le cadre de cette étude, on a beaucoup échangé avec des jeunes qui ont fait des services civiques, par exemple, ou qui ont fait du bénévolat, ou souvent dans le cadre d'associations qui sont d'ailleurs présentes ici parmi elles. Et donc ça a été beaucoup... les expériences d'engagement sont beaucoup associées à la question de la confiance. Nous, on avait consacré une édition de notre baromètre en 2022 à la question de l'engagement. Et parmi les compétences développées dans des expériences d'engagement, la compétence de confiance en soi était citée en premier par les jeunes.
Donc c'est une expérience concrète, effectivement. Et puis dans cette idée d'utilité sociale et de pouvoir mesurer les résultats de ce qu'on fait, etc., aussi la dimension plus professionnelle, parfois, est hyper utile pour certains jeunes. Voilà. Nous, dans le cadre de cette étude, on avait passé une journée dans une école de production. On avait un peu échangé avec des jeunes qui avaient eu un parcours hyper frustrant au collège, finalement, en fait, où ils avaient signifié 1000 fois que, quelque part, ce qu'on leur proposait, c'était pas fait pour eux, qu'ils avaient envie de concret, qu'ils avaient envie justement de pouvoir mesurer un peu à quoi servait ce qu'on allait leur enseigner, puis on leur a rien proposé, puis ils ont dû attendre ensuite d'arriver voilà, dans un autre cadre. Dans les écoles de production, ce qui est intéressant, c'est que les jeunes, ils sont en formation, mais ils travaillent pour des vrais clients. Donc ils font, là, c'était une école de production dans le domaine de l'industrie. Ils font des pièces pour des vrais clients. Donc ils vont rencontrer les clients qui leur disent ah ben on a besoin de ce que vous produisez, et puis en plus on a besoin de vous dans quelques années quand vous aurez fini votre formation, parce vous avez des compétences qui sont utiles pour nous. Voilà. Donc c'est des projets où il y a des rencontres, c'est des projets où il y a des réalisations concrètes, c'est des projets où il y a des expériences collectives qui sont souvent... et puis c'est des projets aussi où les adultes sont plus au service des envies des jeunes. Et ça a été maintes fois souligné, notamment voilà, de l'ordre de visites qu'on a pu faire. Par exemple, on était allé à l'Année Lumière, qui est une association qui organise des années de césure. Et ça revenait beaucoup chez les jeunes de dire, ici, en fait, on sent que les adultes sont là pour nos projets. Et ça nous donne confiance parce que voilà, on n'a pas l'impression que les choses sont organisées autour des intérêts des adultes, mais plus autour des intérêts des jeunes. Ok. Merci. Peut-être ça pourrait être intéressant là, dans les associations qui sont présentes, si une ou deux expériences de confiance voulaient être partagées dans ce que vous faites avec les jeunes dans les établissements ou autres. J'ai un micro ici. Je vois qu'il y a... peut-être Emma, si tu veux bien. Merci beaucoup. Pour pouvoir illustrer un petit peu les propos de Stéphane. Nathalie Quatrom des écoles de production. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je voulais justement l'illustrer par le fait que quand les jeunes sont dans une école, en général, ils ont des notes et qui traduisent peut-être une valeur, mais en tout cas, dans les écoles de production, il n'y a pas de notes. Et c'est effectivement au moment où ils vont remettre la commande qu'ils ont réalisée en bois, en maraîchage, en usinage, aux clients, que le client va les remercier et les féliciter pour ce qui a été fait. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment là que commence à se reconstituer et à se retisser le lien de confiance, l'estime de soi aussi du jeune, qui commence à croire dans ses capacités et dans son potentiel. Et c'est aussi pour ça qu'on a à la fois des résultats d'insertion et de diplôme supérieurs, je dirais, aux statistiques nationales, même si nos jeunes viennent de plus loin avec parfois des troubles de l'apprentissage qui sont parfois assez sévères. Donc voilà. C'est effectivement une bonne façon de faire. Merci beaucoup. Merci. Peut-être un deuxième témoignage, s'il y en a un. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Shaïbia et je suis fondatrice et présidente de l'association UM Mentor. Nous, on a un public ultramarin. Et dans le public ultramarin, le sujet de la confiance, il est très particulier parce qu'on nous a appris à ne pas trop faire confiance aux gens. Et aujourd'hui, on a des jeunes qui arrivent en hexagone, qui sont confrontés à de la discrimination, certains sujets. Et dans l'association, une chose qui est essentielle pour nous, c'est qu'ils nous fassent confiance, qu'ils osent venir nous voir lorsqu'ils rencontrent des problèmes. On a eu une jeune qui a vécu une période de dépression, qui aurait pu très mal finir en toute sincérité, et au fur et à mesure des discussions, elle a réussi à s'ouvrir. Elle a réussi à s'ouvrir et venir nous voir et nous dire voilà, je vis telle chose, j'ai besoin d'aide, là où à la base on nous dit de tout garder pour nous. Et c'est une expérience qui m'a beaucoup marquée parce qu'elle a un passif très douloureux, et le fait de se dire qu'aujourd'hui il y a une association
qui est là pour elle, sachant qu'il y en a d'autres auxquels elle n'a pas du tout confiance, justement, qu'on arrive à instaurer ça chez eux, pour nous, c'est une petite... c'est même pas qu'une petite victoire, c'est une grande victoire, surtout sur ces sujets. Et autre point qui est plutôt une question qui pourra être répondue plus tard, mais comment je peux vous dire ça ? J'ai une étudiante qui vient de Mayotte qui m'a dit, parce que notre dernier atelier c'était sur la confiance en soi, qui nous a dit, moi je viens de Mayotte, j'ai été une très bonne élève à Mayotte, et en arrivant ici, j'ai eu l'impression de me sentir bête, de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir le niveau comparé aux autres élèves dans les études supérieures. Et en fait, quels mots ou quelles ressources mettre à disposition de ces jeunes qui ont été conditionnés comme ça ? Au-delà de comment eux ils se perçoivent, ils ont vraiment été conditionnés avec, comme vous disiez, la famille, qui a un rôle qui est clé, qui est majeur. Donc, au moment où on pourra répondre à cette question, j'aimerais bien avoir vos retours de dirigeants, d'expérience, parce que ça me sera grandement utile avec ce public-là. Merci beaucoup. Écoute, ça tombe très bien, parce que justement, je vais inviter à la table Dylan et Mona, qui sont tous les deux dirigeants d'associations. Dylan a fondé et dirige aujourd'hui Une Voix pour tous. Et Mona est directrice du réseau Montmartre et cette direction lui a été transmise. Alors justement, Mona, moi je voulais te poser la question dans ton parcours de dirigeante associative. Je te laisse arriver. Je crois qu'il y a les micros qui vont aussi revenir parce que sinon vous allez avoir du mal à prendre la parole. Comment est-ce que toi, tu as construit la confiance en toi pour reprendre la direction de Montmartre ? Est-ce que tu peux nous raconter ce passage ? Merci. En effet, ce sujet de la confiance, c'est cet angle-là. Alors, j'ai l'impression qu'on switch. On n'a pas tellement répondu. En tout cas, bravo sur ce témoignage et sur... on pourra peut-être répondre sur la question de la confiance des jeunes. Je pense que ce qui nous anime, c'est avant tout ça. Mais en effet... autre sujet qui est la confiance en tant que dirigeant. Donc moi, j'ai pris la suite d'une fondatrice, qui est Chantal Minguenet, qui a fondé le réseau Montmartre, qui est une association dont la vision, c'est révéler le potentiel de chaque enfant à travers une éducation artistique et citoyenne. Donc on s'occupe des enfants après l'école et on leur permet d'avoir accès à des projets artistiques. Je trouve que c'est un sujet important. Je sais que ça anime certaines par ici, soit parce qu'ils sont en phase de transmettre, soit parce qu'eux aussi ont reçu ça. C'est en effet mon expérience récente la plus forte, et donc jusqu'ici tout va bien. Donc et en tout cas, je pense que ça a été permis par en effet la confiance qu'on m'a accordée. Donc je retiens de la table ronde de tout à l'heure cet exemple-là. Chantal m'a pas dit, alors cet asso c'est mon bébé, il y a ça, surtout ça, tout touche pas ça, mais je te fais confiance. Enfin, cet exemple qui a été donné, elle m'a vraiment fait confiance. C'est-à-dire, elle c'est finalement la vraie confiance, c'est je me retire et je te laisse la place. Et je pense que c'est tout ça. Je l'ai pas sur le moment conscientisé. Hein. En réfléchissant au truc, je me dis ça qui a marché, c'est vraiment ok, je me retire. D'ailleurs, ça très concrètement, elle n'est pas restée au conseil d'administration, qui est une façon dans nos structures souvent de rester, de partir tout en restant. Et puis, tout en restant là comme une sparring partner, en disant, en fait, je suis là, je suis dispo, c'est à toi de venir me voir si tu as besoin, mais moi, je vais pas te... Donc ça, c'est mon expérience qui a vécu. On m'a fait confiance de cette manière-là. Je pense que c'est un des sujets dans nos associations, la gouvernance, la direction, passer des directions, pas mal d'associations vivent ça. Je voulais témoigner de ça, sans vouloir, du coup, tout contrôler. C'était la première chose sur laquelle tu voulais me faire témoigner, je crois. Ouais, exactement. Puis on prendra le temps après, justement, de répondre à la question de la confiance aux jeunes. Mais je pense que la confiance, au démarrage, elle part de soi, d'écouter sa voix intérieure. Peut-être, Dylan, est-ce que tu veux bien nous raconter comment toi, tu t'es lancé dans cette aventure d'une voix pour tous ? Où est-ce que tu as puisé cette force et cette confiance pour te lancer ? Et voilà, comment ça s'est passé ? Alors, l'association, on l'a créée il y a maintenant 4 ans. Donc, on travaille principalement sur la question de la transformation de l'enseignement et de la voie professionnelle, et puis de la valorisation des élèves qui le composent. Et moi, dans mon parcours, ce qui a toujours été justement déterminant précisément, c'est la confiance qu'on m'accordait et les portes qu'on m'ouvrait.
Et donc dans mon parcours scolaire qui a pas été assez bon, j'ai toujours eu l'opportunité finalement d'aller dans des endroits dans lesquels j'aurais pas forcément envisagé de me retrouver, avec des personnes qui m'ont ouvert des portes qui étaient assez inattendues. Donc au collège, je me retrouve à l'extérieur de l'établissement pendant une semaine, après un conseil disciplinaire, et on me permet de faire un stage à l'Assemblée nationale pendant une semaine, en troisième la même. Je me retrouve en lycée professionnel sans l'avoir choisi. Et pareil, je me retrouve dans des entreprises qui font de la communication et des affaires publiques. Là où, d'une part, c'était pour elles la première fois qu'elles accueillaient des élèves de lycée professionnel. Pour certaines, c'était la première fois qu'elles en entendaient parler. Et puis, c'était aussi une preuve du fait et de la nécessité de pouvoir donner justement cette confiance à des élèves qui en manquent beaucoup. Et on parlait des notes, je pense que c'est aussi indispensable d'avoir cette réflexion sur la façon dont on valorise les jeunes et dont on leur permet de se regarder. Et puis, après mon bac, j'ai constaté que la difficulté que j'avais rencontrée, qui était celle que d'autres rencontraient autour de moi, finalement constituait un sujet et un problème de politique publique, et qui était un sujet qui nous dépassait et qui nous précédait. Et donc, on a lancé l'association avec l'idée, d'abord, avec au départ pas mal de colère initiale, de pouvoir raconter nos trajectoires et puis surtout penser des solutions. Et la confiance, elle a été indispensable dans la mesure où on a des acteurs qui nous ont fait confiance, soit pour du partenariat de projet, soit pour du mécénat financier et de compétences, avec simplement un projet et une volonté. Et donc, nous, ça a été déterminant dans l'aventure de l'association, puisque c'est ce qui nous a permis très concrètement de pouvoir continuer dans cette trajectoire. Alors, moi, je serais curieux de savoir comment, tous les deux, aujourd'hui, vous transmettez la confiance que vous avez, si elle se transmet, dans vos équipes, parce que les temps sont pas simples pour tout le monde, ou en tout cas pour beaucoup de monde. Comment est-ce que vous entretenez la confiance en vous et avec vos équipes ? En effet, vrai sujet, parce qu'on est 70 ETP chez Montmartre. On a eu des difficultés. Voilà, il y a eu 2 années très compliquées. Donc, je crois que la première chose, ça a été la transparence. De pas, en fait, c'est à double tranchant. En préparant, je me disais... On peut se dire, pour que les équipes aient confiance dans le projet, continuer à faire confiance. Un contrat de travail, à un moment, c'est un minimal, l'engagement, c'est de maintenir en poste les personnes. Et donc, il y a la transparence qui semble être un élément de base de la confiance. Et en fait, finalement, je pense qu'on a aussi tenu, et finalement, suite à toutes ces difficultés, on n'a pas eu de départ massif et tout ça. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui, et je pense qu'on a maintenu ça par une transparence, mais limitée. Je pense que les équipes, il y a un sujet de faire confiance. Je te délègue, en fait, ma confiance. C'est à vous, l'équipe dirigeante, quand même, de piloter le bateau. Et on est, je sais pas, dans vos structures, nous, on a des équipes vraiment de terrain, des animateurs, animatrices, des artistes en direct avec les enfants. Je suis pas sûre qu'ils ont besoin de savoir exactement où on en est de la recherche de fonds sur l'année 25 et du budget et des trucs, parce qu'en fait, à un moment donné, c'est trop anxiogène et tout le monde n'a pas à porter sur ses épaules. C'est notre responsabilité de dirigeant. Il ne faut pas attendre trop tard, parce que ce qu'on a vécu, parce qu'à un moment, par contre, au dernier moment, si on dit en fait c'est cata et on va devoir prendre des décisions radicales, voilà. Mais je trouve que c'est trouver le bon endroit où l'équipe se dit ok, ils gèrent. En fait, l'idéal, c'est quelque part, je leur délègue ma confiance et moi, je fais le boulot et d'exprimer la confiance que nous on a. Moi, je suis pas animatrice et honnêtement. À chaque fois, je passe beaucoup de temps dans les antennes, mais je ne pourrais pas faire ce boulot en réalité. Donc, je leur dis souvent, la confiance, chacun à son bon endroit, c'est l'idéal pour que ça tienne. En tout cas, on a eu notre séminaire d'équipe vendredi dernier. On s'est tous réunis et je crois qu'il y a... je partage la satisfaction depuis 2 ans. Moi aussi, j'avais un peu un syndrome de l'imposteur, quand même, le classique en arrivant, en prenant la direction générale. Donc ça fait un peu plus de 2 ans, même si j'étais déjà dans l'asso avant. Donc au début, j'y allais un peu... je me rappelle du premier séminaire où j'ai un peu... pas minoré mon rôle, mais en disant, je vais essayer de prendre la suite. Et j'ai l'impression, 2 ans et demi plus tard, d'avoir...
j'ai reçu des témoignages et des marques de confiance de l'équipe parce que l'association continue à bien avancer. Et je pense aussi c'est par l'exemple, c'est par la preuve, c'est pas théorique, il n'y a pas forcément de méthode, mais en voyant les efforts qui sont faits, que ça avance, que ça marche. Mais au début, c'était voilà, il y a 2 ans et demi, c'était compliqué, c'était pas le cas. Enfin, la situation est d'une situation compliquée. Juste montrer qu'on avance, qu'on fait le boulot, ça fonctionne voilà, par la preuve et par l'exemple. En tout cas, aujourd'hui, il y a un beau collectif. On a aussi, quelque chose de très concret, puisqu'on est voilà, la table ronde des expériences. Quand on a rebossé un plan stratégique il y a 2 ans, on a mis en numéro 1 solidifier le collectif. Il y a évidemment renforcer notre impact, voilà. Mais en numéro 1, c'est solidifier le collectif, parce qu'avant tout, d'ailleurs, une association, c'est un groupe de personnes qui décident voilà, de bosser ensemble. C'est le point de départ sans lequel nos projets peuvent pas marcher. Ça vaut pour n'importe quel projet entrepreneurial, mais dans un contexte associatif où c'est pas le salaire qui retient les gens, où c'est vraiment le projet. On parlait d'avoir des valeurs communes. J'aimerais bien être un leader aussi charismatique que Tony Estanguet, c'est pas le cas, mais évidemment, tous se mettre autour de valeurs communes, d'un projet commun qui fait qu'on a tous envie d'y aller, même si honnêtement, c'est évidemment inconfortable. Enfin, c'est pas des jobs confortables, quoi, pour personne. Voilà. Et pour toi, Dylan, comment ça se passe, cette question-là, de la confiance dans l'équipe, de ton rôle par rapport à tout ça? Nous, on est plutôt dans tout à l'heure, je parlais de colère à la source de l'association, et je pense que ce qui est paradoxalement intéressant, c'est d'avoir confiance en ce qui nourrit cette colère, parce que ça me semble indispensable de toujours avoir un carburant à notre action. Moi, ce qui me terrifie, c'est d'arriver demain dans une situation où finalement on devient une structure qui fonctionne, mais qui ne fonctionne plus avec cette émulation, qui ne fonctionne plus avec cette envie, avec cette boule au ventre. Et donc je pense que ça, de façon très concrète, c'est ce qui agrippe au projet de l'association, au projet associatif. Et ça dépasse le cadre de l'environnement, ça dépasse le cadre du contexte politique, et justement, ça sert à nourrir cette volonté d'apporter de la transformation. Donc je pense que d'abord, il y a l'enjeu de pouvoir avoir confiance en notre colère, en ce qui motive la création de l'association pour le coup, et puis ensuite l'engagement des équipes qui sont aussi nourries par cette même envie de transformation. Et puis dans le fonctionnement quotidien, comme dans les actions qu'on porte, notamment avec les jeunes, on ne considère pas que la confiance en l'avenir, c'est quelque chose qui se décrète. En fait, il faut être aussi très lucide sur la situation dans laquelle on est. En revanche, ce qui est nécessaire, c'est de rendre acteurs tous les participants, tous les parties prenantes, tous les jeunes qui participent aussi à nos actions et à notre réflexion, de les rendre acteurs de cette réflexion et de cette envie de transformation qui dépasse nos personnes, qui dépasse notre cadre, et de pouvoir leur dire, même si ça ira pas mieux pour vous demain, vous contribuerez à ce que ça aille mieux pour les autres. Si je peux rebondir, enfin, c'est hyper intéressant. Je pense qu'on représente 2 types d'associations assez par leur histoire et donc la colère comme point de départ, et c'est indignez-vous, quoi. Indignez-vous tout le temps. Si on est là, c'est qu'on est indigné par plein de choses. Et évidemment que c'est un moteur, c'est un driver. Je m'interroge sur le Montmartre, une association qui a 25 ans, et parfois on nous dit, enfin, la question de être militant, enfin, tu vois, les associations militantes ou plus moins. Bon là, la mobilisation du 11 octobre, lancée par le mouvement Asso, au séminaire de vendredi, j'ai fait un appel et on va y être. Ce qui est un peu, alors que ces dernières années, enfin, on se police avec les années, et puis il y a cette question qu'on a des financements publics, donc on n'a pas complètement envie d'ouvrir notre gueule sur des sujets alors qu'on aurait bien envie. Donc mais c'est intéressant. Moi, j'adore, enfin, cet endroit où tu es là et cette colère. Je me demande si est-ce que c'est inéluctable d'évoluer un moment vers un truc un peu plus moins dans la colère et plus rationnel, en disant il y a un problème, il faut trouver des solutions et puis on avance. Est-ce que si on perd cette foi, cette flamme-là, on n'avance plus? Je m'interroge, et est-ce que cette colère, elle peut te tenir 5 ans, 10 ans, quoi? Est-ce que c'est pas un truc du départ, mais si c'est la colère qui te tient, Pour moi, la colère, elle est pas... elle se complète aussi avec le pragmatisme de la situation dans laquelle on est.
nous, par exemple, au départ, enfin, moi, par exemple, ce qui nous a beaucoup mobilisé, c'est la question de l'orientation subie. Donc, en fin de troisième, tu n'as pas les résultats, tu viens de certains endroits, de certaines zones géographiques, tu es une fille ou un garçon, on te jette littéralement dans une filière que tu n'as pas choisie. En plus, quand c'est vécu, ça nourrit encore plus, justement, cette colère qui, à ce moment-là, est brute. Et en fait, progressivement, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait d'une part, parce que je m'attendais à ce que forcément l'interaction soit, enfin que le manque de bonnes décisions selon nous soit le résultat d'un mépris social, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était aussi le fait que beaucoup de personnes n'avaient pas eu à rencontrer ces trajectoires-là, n'avaient pas eu à imaginer qu'on puisse subir son orientation. Et donc, la colère reste là, mais elle s'exprime pas et elle ne se construit pas contre quelqu'un. Ça reste un moteur parce que je pense que c'est ce qui nous anime au quotidien, le fait de vouloir changer les choses. Qu'est-ce que ça a permis justement, cette colère qui t'a donné confiance, notamment avec les institutions, parce que vous avez ouvert des voies. Est-ce que tu peux nous raconter ça ? En fait, nous, le parti pris de l'association, c'était effectivement de pouvoir imaginer qu'on allait pouvoir penser des solutions de politique publique. Et en toute transparence, en fait, en terminale, je suis en bac pro, je fais un stage dans une agence d'affaires publiques. Et en fait, ça m'ouvre complètement l'esprit sur à la fois la façon dont une expérience ou un intérêt peut se transformer en action de politique publique, en outil de politique publique, et surtout à quel point nos expériences pouvaient devenir des expertises qui allaient nourrir de la politique publique. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on transforme ces expériences qui sont à la source de cette colère-là en éléments de politique publique et en solutions plus larges. Et je pense que ce qui a été déterminant, c'est le fait de faire un travail de précision. Typiquement, quand on travaille sur la question de la mobilité, par exemple, des élèves de lycée. Par exemple, il y a le budget là qui est en train d'être, enfin qui sera peut-être discuté ou pas, on ne sait pas trop. Il y a une donnée intéressante qui est le rapport de la HATVP, donc la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique, qui publie tous les ans un rapport sur les déclarations d'intérêt des acteurs privés, publics et associatifs. Et ce qui est assez marquant, c'est que globalement, je caricature, mais dans le monde social, on a des actions qui sont nécessaires, mais qui sont très portées sur des transformations sociétales. Et de l'autre côté, on a des actions qui sont pensées à un niveau de détail à la virgule près. Et donc nous, on se demande comment est-ce qu'on arrive à penser ce niveau de détail à la virgule près. Et c'est vrai que tout à l'heure, je disais que je pensais qu'il y avait un mépris à la base des choses. Il y a surtout, selon moi, de la méconnaissance et une absence de croisement dans les trajectoires sociales et donc dans les problématiques que ça peut poser. Et donc tout le travail, c'est d'apporter des problèmes, mais surtout des solutions. Et donc de se dire, tous autant qu'on est, demain, si on était amené à diriger un ministère qui correspond au travail qu'on fait, quelles seraient les mesures de politique publique qu'on serait en mesure de prendre au-delà de la question de moyens supplémentaires, de plus de gens à disposition sur les actions sociales, de redistribution, etc. Comment est-ce que très concrètement, et dans un niveau de détail bien plus poussé, on arrive à penser de la transformation? Et donc, par exemple, pour nous, là, c'est ouvrir les droits CPF aux élèves de lycée professionnel. Et évidemment, ce n'est pas une politique publique qui est un sujet de débat public. Ça touche une niche de la population, mais une niche plus une autre, ça fait une politique publique. Donc c'est ouvrir les droits de CPF aux élèves de lycée pro, c'est permettre le leg ou le prêt à taux zéro de CPF pour les acteurs privés et pour les salariés, c'est créer une bourse au permis de conduire pour les élèves de lycée professionnel. Et en fait, toutes ces politiques-là, appliquées, additionnées les unes aux autres, on a l'espoir que ça puisse apporter un début de transformation. Merci beaucoup, c'est hyper intéressant parce que c'est aussi souvent la vocation des associations d'ouvrir des possibilités pour les politiques publiques et de faire de la transformation. C'est un petit peu ce que le collectif Mentorat a mis en place. Ce que je vous propose, c'est qu'on va accueillir Sébastien et Erika, et puis on vous retrouve ensuite pour les questions de la salle. Merci beaucoup. Dans la question de la confiance, et Tony Estanguet en parlait tout à l'heure, il y a la question de la coopération et de faire plus grand ensemble. J'ai très envie de vous interroger, Sébastien et Erika, sur l'aventure du collectif Mentorat.
qui est, vous allez nous le raconter, mais qui est en fait comment est-ce que des associations qui pratiquent le mentorat s'unissent pour le porter à un autre niveau. Et on voit que le mentorat est devenu quelque chose que à peu près tout le monde connaît, enfin, j'ai l'impression en tout cas aujourd'hui. Donc est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça a commencé, quel rôle la confiance a joué, et puis surtout comment on la maintient dans la durée? Merci. Oui, j'étais pas là avant parce qu'en fait, j'ai mon séminaire responsable avec mes 22 responsables. Donc, Émilie est avec vous aujourd'hui, mais voilà, je suis très heureuse d'être avec vous néanmoins ce midi. Le démarrage du collectif Mentorat, même si pour certains d'entre nous, on se connaît déjà depuis de nombreuses années, ça a été une réunion au ministère de l'Éducation nationale avec, à l'époque, Gabriel Attal, quand il était secrétaire d'État à la jeunesse. Comme quoi, parfois, ça sert à quelque chose de faire des réunions de 4 heures, puisque de cette réunion de 4 heures, on est sorti un plan d'action et j'étais encore avec Christophe Paris, le directeur général de la FEV, ne serait-ce qu'hier au téléphone. Voilà, le plan d'action que nous avons défini à l'occasion de ce petit déjeuner a effectivement été, comme disent les Anglais, enfin on va le dire en français, ce sera mieux, Rika, la colonne vertébrale de nos actions depuis 2019. Voilà. Et puis après, on a eu la chance d'avoir, malgré quelques divergences, et certainement on y reviendra, mais en tout cas, évidemment des positionnements différents, on a eu la chance d'avoir envie, en fait, de travailler ensemble. Tout à l'heure, on parlait de carburant. Voilà, et je pense qu'on avait vraiment cette envie de changement de paradigme, ce qui fait que de suite, et je terminerai peut-être là-dessus par rapport à cette question, sinon on peut, voilà, je vais trop prendre la parole, mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a de suite pris rendez-vous. Et je sais que dans nos agendas, et compte tenu de tout ce qu'on a à faire, on se dit, oh là là, encore une réunion de 4 heures, mon Dieu, comment je vais faire ? Et finalement, le fait d'avoir tout de suite pris rendez-vous tous ensemble un mois après et se retrouver sur cette première base de plan d'action, ça nous a vraiment soudés parce qu'on a vraiment senti qu'il y avait un momentum à cette occasion. Est-ce que Sébastien, tu peux nous, toi, tu as participé à cette aventure, tu continues à y participer parce qu'aujourd'hui vous co-présidez ce collectif. Peut-être nous dire quelles ont été les conditions qui ont permis de le faire. Bon, bonjour à tous, ravi d'être là. Je pense qu'un des facteurs clés qui fait qu'on est encore là avec Erika et que le collectif existe, ça a été aussi une forme de contrainte. Enfin, il y a le Covid qui passe par là, la Covid, et on se tape un confinement. Et donc on avait commencé en fait à bosser sur ce plan de route, ce qu'on avait envie de faire. Moi, je me souviens des premiers échanges, parce que c'est pas si évident que ça en fait de se retrouver entre assos qui pendant des années ont œuvré chacune de leur côté en se disant non mais le mentorat c'est nous, hein. Enfin c'est nous qui savons faire, c'est nous les meilleurs. Donc c'était beaucoup d'ego autour de la table. Et puis déjà on est obligé de se retrouver pour parler en fait d'un plan et d'une vision, parce qu'en fait le mentorat à l'époque, mais tout le monde s'en fout quoi. Quand vous parliez de mentorat, en fait on vous regardait gentiment en vous disant ouais mais nous on préfère des plateformes. Vous voulez pas faire une plateforme digitale pour un vrai changement d'échelle? C'était un truc un peu de... Enfin voilà, c'était un peu regardé comme un truc un peu has-been ou un peu étrange. Le mentorat, ça fonctionnait pas forcément. Et donc du coup, il y avait ce côté où je pense qu'il y a eu le fait qu'on se rendait compte que même si on pensait qu'on était les meilleurs d'un point de vue connaissance des pouvoirs publics sur le sujet du mentorat et du grand public sur ce qu'était le mentorat, c'était vraiment pas très répandu et qu'on pouvait faire toutes les belles actions de com qu'on voulait chacun de notre côté. Si à un moment donné, il n'y avait pas un plaidoyer un peu fort pour insister sur le fait que oui, c'est pertinent, oui, ça a un impact et oui, ça touche des publics qui sont vraiment des publics qui en ont le plus besoin, ça n'avait pas fonctionné. Donc il y avait ça. Ensuite, il y a le confinement qui arrive, les étudiants qui sont tous en galère, les lycéens qui ne sont plus du coup dans les établissements, les collégiens pareil, et il y a la volonté en fait d'avoir une réponse commune, tous ensemble, avec un dispositif qu'on a baptisé Mentorat d'urgence et sur lequel en fait on a proposé tous ensemble de mettre en pratique, de mettre en commun en fait nos outils, de mettre en commun nos ressources et nos équipes pour pouvoir déployer du mentorat pendant toute la période du premier confinement. Et je me souviens très bien de la première réunion post-confinement où en fait on s'est tous retrouvés autour de la même table en se disant qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que du coup on se dit c'était vachement bien, on repart
chacun de notre côté pour œuvrer, pour continuer à œuvrer dans notre chemin, on se dit que finalement là, on a créé quelque chose qui est pas mal, que bon an mal an, en fait, on s'est fait confiance en fait pour déployer ce dispositif, que ça a fonctionné et que peut-être on a une cause commune à défendre et quelque chose à porter. Et le collectif, il est né avec cette envie de se dire, bah oui, portant plus globalement cette politique du mentorat, et essayons de décrocher ensemble en fait des financements aussi pour pouvoir porter cette politique. Et aujourd'hui, on a eu la politique avec le plan Jeune un mentor. Au début, c'était un one shot, puis c'est devenu en fait une politique publique, du coup portée sur plusieurs années. Donc là, aujourd'hui, nous, assez modestement avec Erika et moi, en fait, l'objectif, c'est de défendre en fait cette politique publique, de dire continuez à nous faire confiance pour le coup pour porter en fait une action commune autour de ces politiques de mentorat. Et si je peux rebondir, et je le disais dans le creux de l'oreille de Romain, il y a quand même eu beaucoup d'opportunisme politique, on ne va pas se mentir. C'est-à-dire que cette politique publique a été créée à la fin du premier mandat présidentiel où de facto il fallait développer des politiques jeunesse en lien notamment avec la sensibilisation politique. Donc ils ont été opportunistes, on a été opportunistes. Aujourd'hui, ça nous a servi. On a vraiment cofondé cette politique publique donc avec l'État, avec 2 ministères, au départ 8 associations et aujourd'hui on est effectivement plus de 70 associations. On est passé de 30 000 mentorés à 160 000 mentorés. Donc tout va bien. Mais effectivement, ce qui nous colle un peu à la peau, et on travaille beaucoup dessus avec le directeur général du collectif Mentorat, Nicolas Viennot, Sébastien et moi, c'est notamment pour, et vous comprenez bien, vu le contexte politique, sortir de cette étiquette macroniste, tout en étant avec et en même temps et dans la rupture, mais la continuité, enfin ce qu'on entend tous les matins, le midi, le soir. Donc on surfe sur là-dessus, mais on y arrive. Et ce qui fait le fondement aussi, pour terminer le propos, c'est qu'on a pu mesurer nos effets dès le début. Et ça, je pense qu'effectivement, pour ceux que ça intéresse, moi, il y a une vision qui m'a beaucoup portée quand on a vraiment créé les balbutiements de ce collectif. C'est cette note de Stanford qui s'appelle Collective Impact for Organization. Je ne sais pas s'ils ont traduit, mais bon, maintenant, avec l'intelligence artificielle, ça doit être possible de le faire rapidement. Et donc, en fait, il y a un moment donné, il y a eu, et Sébastien l'a dit, mais je me permets d'insister là-dessus, un véritable souhait de changement de paradigme. Changement de paradigme pour que le mentorat soit un langage commun. Et ça, c'était cross les différentes associations fondatrices, dont les 2 nôtres. Et également un changement de paradigme pour que le mentorat soit l'incarnation de la valeur républicaine de la fraternité. Voilà. Et donc, peut-être que vous, parce que là, effectivement, nous, c'est un exemple, je sais qu'il y a d'autres collectifs qui se montent, mais peut-être que ça peut être intéressant que vous ayez en tête, finalement, quel sujet, sur lequel vous êtes en colère, quel sujet vous drive, et finalement, quel sujet va permettre véritablement un changement de paradigme par votre organisation et avec d'autres organisations, et vous seriez plus forts ensemble en termes de plaidoyer. Merci beaucoup. Je trouve que ça ouvre vraiment la voie, je pense, à beaucoup d'opportunités, mais qu'on a du mal encore à concrétiser dans le monde associatif. Je me souviens que l'an dernier, on a eu un peu une discussion autour de ça, c'est-à-dire les associations sont un peu dans leur champ et ont encore du mal à bien faire alliance. Quand on a préparé la table ronde, Stéphane, tu disais il y a quelque chose avec les institutions, c'est qu'on fait confiance à une institution, mais une association, elle doit prouver qu'elle est digne de confiance. Et ça, c'est la première chose. Et la seconde chose qu'on voit, c'est que les Français, ils font plus confiance aux associations qu'aux institutions. Donc, il y a comme un espèce de paradoxe. Et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. En fait, au-delà du collectif Mentorat, qu'est-ce qu'on peut imaginer quand on se pose la question ce que nous devons à la jeunesse? Qu'est-ce qu'on peut ouvrir comme voie pour faire plus et mieux ensemble dans le contexte actuel? C'est une grosse question, ça.
Je vais peut-être faire un petit pas de côté, mais ça va répondre peut-être aussi aux interventions qu'il y a eu tout à l'heure. Mais en fait, je me faisais la réflexion que depuis le début de la journée, il y a un mot qui n'est pas trop revenu et pourtant qui me semble intimement lié à la question de la confiance, c'est le mot de responsabilité. Parce que, en fait, quand tu racontais tout à l'heure le fait que effectivement, quelqu'un s'est confié, etc. Et là, on parlait de mentorat, etc. L'idée qu'en fait, quand même, cette question de cette confiance, elle génère en elle-même des responsabilités. C'est-à-dire, finalement, si la jeune qui vient te parler et qui te fait confiance et te se confie, si derrière tu t'enchaînes rien, t'es pas à la hauteur de la confiance. Et finalement, j'ai l'impression qu'en tout cas, ça explique aussi pourquoi peut-être ça fait peur un peu la confiance aussi, parce que c'est vrai qu'on est dans une période où prendre des responsabilités pour les autres, finalement, ça fait un peu peur parce que ça nous retombe un peu dessus souvent. C'est-à-dire que et finalement aussi, depuis le début de la journée, on disait effectivement, ne pas dire forcément oui, je te fais confiance, tu vas faire les choses bien, etc. Mais de se dire, en fait, c'est implicite que j'ai pris la responsabilité de te faire confiance et donc je l'assume aussi, cette responsabilité. Et quand tu disais, finalement, les Français ont plus confiance dans les assos que dans certaines institutions, je pense qu'il y a quelque chose quand même derrière tout ça. Il a été dit ce matin que la confiance dans l'école, elle restait élevée. Moi, je trouve pas tant. Enfin, je veux dire, 60% de confiance dans l'école, dans une institution qui est censée emmener jusqu'à 100% des enfants, c'est pas tant élevé que ça. Et que, quelque part, on a parfois l'impression que la responsabilité n'a pas été prise. L'exemple que Dylan donnait tout à l'heure, il est très parlant. En fait, il y a quelqu'un qui a pris quand même la responsabilité de se dire... il y a un jeune qui présente finalement pas beaucoup de signes forcément de promesses, parce qu'il n'a pas forcément des bonnes notes, tout ça, et je vais lui offrir mais je vais chercher d'autres opportunités, parce que finalement je vais accorder ma confiance, ou bien l'histoire de ce matin sur Jules et le festival. Enfin, il y a une prise de responsabilité aussi de se dire, en fait, on fait le choix de s'attaquer. En fait, on a fait le choix de s'engager. On a fait le choix de se dire, en fait, on a fait une promesse qui est aussi la promesse républicaine et on la tient jusqu'au bout. C'est-à-dire, finalement, on va chercher 1000 fois les choses jusqu'à ce qu'on trouve ce qui va marcher. Et donc, voilà, c'était un petit pas de côté, mais je pense que finalement, la confiance, elle naît de ceux qui acceptent de prendre aussi la responsabilité. Et vous parliez de la période du Covid. Finalement, il y a une circonstance exceptionnelle qui prend la responsabilité de ne pas lâcher ces jeunes dans la nature. Voilà. Qui va la prendre, la responsabilité? Donc, quelque part, effectivement, il y a, à mon avis, quelque chose qui se joue là dans l'image qu'on peut donner de on va prendre la responsabilité pour les problèmes qu'on a identifiés, et c'est de là que va naître effectivement cette confiance. Si je peux rebondir, parce que justement, je voulais refaire écho à une étude du CNESCO qui était super. Je ne sais plus, CNESCO, l'acronyme, vous m'excusez, Centre national de l'étude des enseignements scolaires. Ça avait été fait par 22 chercheurs avec une équipe pluridisciplinaire et elle doit toujours être en ligne. Et justement, le sujet, puis on l'avait travaillé ensemble dans le cadre de la note sur la confiance dans laquelle plusieurs associations ici ont co-contribué, mais elle était autour de prendre le sujet inverse. Il parlait de l'autocensure. Il disait que une des principales difficultés du sujet de l'autocensure, c'est qu'elle était au niveau du jeune, au niveau des parents et au niveau des profs, en termes de coéducants. Et donc, si on renverse le problème, on peut se dire, par rapport à ta question, qu'il serait tout à fait intéressant de travailler de façon systémique sur les 3 niveaux, le jeune, les profs et les parents, à l'aune de la confiance, et de vraiment avoir des programmes
transversaux qui agissent sur les 3 types de publics, voilà, et à chaque fois au niveau des territoires, voilà. Donc je pense que moi c'est vraiment ça que ça m'inspire. Et souvent les parents pauvres des programmes, effectivement, c'est les parents et c'est les profs, évidemment sur les sujets de formation, et ce tout au long du cycle de vie. On l'avait démontré parce que Stéphane est très modeste, mais si vous n'avez pas lu la super note sur la confiance, je vous invite à la lire, elle est en ligne, j'ai regardé tout à l'heure. Donc voilà, on avait bien déblayé le sujet sur la nécessité de travailler tout au long du cycle de vie sur la confiance. Et cette co-responsabilité dont tu parles, à la fois des jeunes, des enseignants et puis des parents. Tu voulais contribuer encore, Sébastien, ou sinon, comme tu veux. Non, peut-être pour terminer sur... parce que ta question, elle est hyper intéressante. C'est qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Comment est-ce qu'on peut faire plus? Comment est-ce qu'on peut avoir plus d'impact? Stéphane, il y a la question de la responsabilité. Moi, je m'y retrouve parce qu'à un moment donné, et ça touche à ce que tu dis, en fait, on a eu la chance, en fait, qu'on a un peu provoqué, en fait, d'être suivi et d'avoir cette politique publique. Et maintenant, on en a un peu la responsabilité, c'est-à-dire la délivrabilité aussi de se dire que les jeunes sont bien accompagnés, qu'on touche bien les bons jeunes. Il y a toujours cette suspicion, en fait. Est-ce que vous touchez vraiment les bons jeunes? Est-ce que, du coup, vous ne volez pas au secours de la victoire en allant vers les plus faciles? Et je pense que ce qui fait que le collectif, il reste, c'est qu'on se sent responsable, en fait, de l'impact que l'on doit avoir, en fait, sur les jeunes. On se sent responsable de ce que fait l'association à côté, mais pas au sens de on va contrôler, au sens de si ça marche pas, comment est-ce qu'on fait pour que ça puisse marcher et qu'on puisse t'aider à toucher la cible que tu souhaitais adresser dans les meilleures conditions possibles. Et finalement, pour se dire comment est-ce qu'on va aller ensemble, c'est quel objectif on se fixe, qu'est-ce qu'on se fixe comme seuil minimal, en fait, de valeur, d'impact, en fait, qu'on souhaite atteindre, et comment est-ce qu'on se dit aussi, je ne suis pas là, en fait, pour me dire je vais toucher tous les publics, mais à un moment donné je vais faire confiance à celui d'à côté pour pas être dans une logique de ah ouais, ce public il est vachement bien, je vais développer mon propre programme au risque, en fait, de phagocyter la structure d'à côté. Donc c'est un jeu d'équilibriste, en fait, assez parfois compliqué, en fait, de se dire, en fait, on fait confiance à l'autre, on se dit pas on le ferait pas exactement comme ça, mais en fait il y a un seuil de tolérance qui fait que oui, en fait, peut-être qu'ils font pas 90% de taux d'efficacité, mais ils sont à 70% sur 300 000 jeunes, du coup, en fait, et pas 90 sur 2000 comme tu peux l'être dans ta structure, en fait tu dis en fait je lâche, quoi. Et c'est ça. Et en fait, sur la puissance du collectif, en fait, elle peut pas se dicter. Du coup, elle repose sur qu'est-ce qu'on accepte de prendre comme responsabilité, qu'est-ce qu'on veut réaliser ensemble, et le chemin qu'on essaye de construire. Il n'y a pas de recette miracle, quoi. Il y a beaucoup de temps passé aussi, je pense, pour pouvoir y arriver. Ouais, et puis de ce que vous dites, aussi de faire un peu plus taire les égos pour être au service en commun d'une cause. Ce que je voulais proposer, c'était à Dylan et à Mona de revenir sur scène. Je vais juste aller chercher des sièges pour vous. Dès le départ, le fait d'embarquer les parents et ceux qui n'ont pas confiance que nous, quand on a des enfants de 3-4 ans, on a un programme de préparation à l'entrée à l'école maternelle. Les enfants, ils ont 2 ans et demi. Honnêtement, on a la chance, les enfants eux-mêmes, il y en a déjà il y a des situations intrafamiliales compliquées, mais on part d'un terreau, nous, d'un matériau encore pas trop abîmé. Mais c'est les parents, en fait, qui arrivent. Et notamment, nous, ces préparations à l'entrée à l'école maternelle, les ateliers, ils ont lieu dans l'école. Et un des leviers du programme très fort, c'est qu'on les fait rentrer dans l'institution scolaire de manière en pente douce, donc en douceur. Et on voit le changement de regard. Et c'est eux, c'est avant tout la conscience en eux des parents qui ont... La question de l'utilité sociale, la conscience, c'est se sentir reconnu cette utilité sociale. Les parents... Les mamans, beaucoup, on sent que c'est le premier travail qu'on a à faire, c'est de leur dire, en fait, tu es autorisé ici dans l'école qui représente l'institution de la République, et ton rôle de parent va être validé, reconnu dans son rôle de parent, qui souvent a déjà été jugé, malmené, bâché par des mauvaises rencontres, un truc violent, en fait, quand on va dans certaines... chercher ses droits, des gens, les mêmes qui vont pas... vers l'accès aux droits et tout. Et donc, nous, on travaille énormément. C'était juste ça, les parents au cœur, tous les gens ici, je pense, qui travaillent sur les enfants plus petits. Après, vous, les plus grands.
Ils sont un peu, encore, mais peut-être il faut aller les chercher. Nous, c'est au cœur, c'est vraiment du parent-enfant quoi qu'on fait dans les premières années, et on espère voilà qu'en agissant nous dès le plus jeune âge, après ça engage le parcours. Ouais. Merci. Alors, on va prendre peut-être 2-3 questions à la volée, comme ça permettra de répondre. Je vois qu'il y en a une ici, une là-bas, et puis 2 ici. Je suis fondatrice déléguée générale de l'association Ensemble pour la petite enfance et membre de la commission des 1000 premiers jours. Je voudrais faire le lien entre le temps, qui était le sujet de l'année dernière, et la confiance, qui est le sujet de cette année, et vous dire, vous apporter un témoignage et puis formuler une proposition. À la suite de ce que Mona vient de dire, bien entendu, agir le plus tôt possible, c'est la clé de l'égalité des chances. Et la confiance, elle se tisse très très tôt. Vous le savez bien, et tous les chercheurs l'ont démontré, dès le 3e trimestre de la grossesse, les interactions précoces entre la mère et le fœtus permettent au cerveau de se développer dans les meilleures conditions. Et puis dès la naissance, bien entendu, on va impliquer les parents le plus possible, c'est leur histoire. C'est leur histoire familiale. Et Boris Cyrulnik, grand personnage avec lequel on a cet honneur de travailler, nous dit toujours « agir sur le milieu pour agir sur l'enfant ». Et ça, c'est ce qu'il y a de plus rentable. Ça a été vérifié par un grand économiste qui a eu le prix Nobel d'économie en 2000, qui est le professeur James Heckman. Quand on investit 1 euro avant la fin des 3 années où le cerveau est extrêmement malléable et très, très impacté par son environnement quotidien, eh bien, on évite 13 € en réparation des dégâts plus tard. Donc ce que je voulais surtout vous dire, c'est qu'on est très aidé par la Fondation, et merci infiniment. Maintenant, on agit le plus tôt possible, c'est-à-dire dès l'entretien prénatal, parce qu'on sait qu'on peut gommer des inégalités dès ce moment-là, et vous faire une proposition, parce qu'on mesure les impacts sur le long terme. Aussi, c'est avec la Fondation Belon, dessiner cette chaîne de prévention précoce ensemble, et voir où on agit les uns et les autres, et puis essayer de davantage s'entraider. C'est le cas aujourd'hui, mais on peut certainement encore mieux faire entre nous, et voir comment on peut, par des échanges, des croisements d'initiatives, mais aussi des transferts de compétences, comment on peut, au sein de cette fondation qui vraiment est formidable, nous aider davantage dans l'entraide. Et c'est vraiment le grand sujet que nous traitons chez Ensemble pour la petite enfance, c'est la pérédance. Comment la pérédance change le monde. Donc merci infiniment de cette initiative. Donc j'ai formulé une demande. Rebonjour, Alexandre Pastor, Melting Pot. Moi, j'avais une question sur le lien de confiance entre les grandes associations et les associations de proximité. Comment vous réfléchissez à ça? Parce qu'il y a différentes tailles d'associations. Et les associations de grande proximité sont souvent vues aussi comme des prestataires, ou comme... le lien de confiance n'est pas très très grand, ou alors il est difficile à construire entre des associations qui sont nationales et qui ont des antennes, et des associations de grande proximité qui, eux, ont souvent le public que les grandes associations cherchent. Et donc je voulais savoir comment vous voyez ça et comment vous travaillez au quotidien, parce que on peut avoir aussi des conflits ou des échanges qui sont compliqués quand on travaille sur des publics qui sont les mêmes sur différentes thématiques. Merci beaucoup. On va prendre peut-être les 3 questions, comme ça on pourra y répondre en fonction de à qui elles s'adressent. Alors moi, c'était pas tant une question, mais plus des remarques. Je suis directrice de la Fédération des écoles des parents et des éducateurs. J'ai entendu pas mal le mot programme. Moi, c'est un mot qui me fait peur, un petit peu, dans le sens où on veut beaucoup standardiser des politiques publiques qui ne prennent pas en compte la complexité, justement, des situations, des parcours de vie, etc. Et je pense qu'il faut faire attention avec le mot programme. Dans le soutien à la parentalité dont on s'occupe, il y a beaucoup de programmes. Il y a plein de programmes pour devenir le parent parfait. Bon courage. Et en fait, il faut accepter quand même que
on ne va pas réussir à standardiser, qu'il faut accompagner le parent avec, je reprends le mot de père aidance, mais aussi d'accompagnement en lui faisant confiance et en s'appuyant sur ses propres capacités. Donc voilà, petit point de vigilance sur les programmes. Et mon autre remarque, c'est on a créé aussi un peu dans la même logique que le collectif Mentorat, un collectif, on l'a grandement appelé parentalité, on était au maximum de notre créativité. Justement pour essayer de peser sur les pouvoirs publics. Alors malheureusement, on n'a pas eu cet élan du macronisme qui en a fait un sujet. Donc on y croit encore. On se dit bon de toute façon, on sait voilà. Mais en tout cas, avec l'idée qu'ensemble on est plus fort. On entend souvent que les associations ne savent pas travailler ensemble. Accessoirement, les ministères savent encore moins travailler ensemble. Donc je pense qu'on peut être fier des collectifs informels ou formels que l'on crée. Et effectivement, je pense qu'ensemble, on sera plus fort. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous, François-Xavier Desvocay. Moi, j'ai une question sur les relations entre les associations qu'on est et les pouvoirs publics, sur la question de la confiance, puisque vous êtes plusieurs à avoir témoigné de vos liens avec les institutions. Nous, on est une petite association, on est encore que dans une seule région. Et en fait, moi, comment vous faites en fait pour développer ce lien de confiance avec les pouvoirs publics et au niveau où vous l'avez fait? Parce que moi, je vis, par exemple, personnellement assez mal un lien que je trouve assez humiliant avec les acteurs publics qui ne répondent pas, vous donnent des rendez-vous à des perspectives complètement dingues, repoussent sans aucune vergogne, ne viennent pas sans... Et moi, c'est quelque chose... En fait, on n'est pas pris au sérieux, quoi. Et ça, je trouve ça, c'est quelque chose qui m'interroge profondément. On se sent remis en cause et tout. Et je me dis, mais comment font les autres déjà pour tenir moralement, parce que je trouve ça très dur à vivre. Et puis ensuite, pour avancer malgré tout, quoi. Merci beaucoup. Alors, je vais vous inviter à avoir des réponses assez courtes, sachant qu'après, on a 1h30 pour déjeuner. Et je crois que tous les intervenants restent. Peut-être pas Erika. Bon, mais en tout cas, voilà, la plupart des intervenants seront là si vous voulez continuer les discussions ensuite. Et on peut vous faire une réponse en fait en mélangeant les questions. Je pense qu'avec Mona et Erika, on peut vous faire une réponse sur les pouvoirs publics et les associations. Alors, si je parle du coup en reprenant la casquette Proxité, avant d'être une association nationale, on a été une association très locale qui est née dans le 93 et donc du coup avec une implantation de terrain qui était hyper forte et de cette histoire-là, nous, on a gardé, en tout cas dans l'ADN de Proxité, et Erika complétera avec l'histoire de Télémac et les franchises, je pense, mais voilà, et puis Mona pourra en parler, mais cette volonté, en fait, de plutôt s'insérer sur des territoires sur lesquels on ne venait pas doublonner, en fait, avec une action préexistante. Et donc, il y avait vraiment ce souci-là de se dire... Est-ce qu'on a une plus-value ou pas sur les territoires sur lesquels on intervient? Est-ce qu'on peut travailler ou pas avec des associations qui préexistaient en fait notre arrivée? Et ça, c'est resté, puisqu'en fait, du coup, l'idée, c'est d'avoir un effet d'impact le plus important possible en fait sur des jeunes, et donc en mutualisant les services, et en mutualisant les actions qu'on peut avoir auprès d'elles, et en adaptant, parce que oui, il y a des spécificités en fonction des territoires, des publics, des cibles. Et donc il y a ce souci-là en permanence, et puis on travaille avec des équipes locales. De toute façon, bon, c'est aussi le boulot de connaître en fait le tissu local, de comprendre les besoins et de travailler. Et quand on a monté le collectif, les 8 assos en fait, qui étaient autour de la table étaient certes des assos nationales, mais avec des créations qui étaient très différentes. Il y en a certaines qui étaient là qui existaient depuis plus de 40 ans, d'autres qui avaient 5 années d'existence. Donc déjà, il y avait cette variété de taille, d'histoire, de connexion au territoire. Et assez rapidement, on s'est aussi dit que le collectif Mentorat n'avait pas pour vocation de rester l'outil de 8 structures en fait, qui s'en serviraient pour leurs intérêts individuel, mais que ça devait être une somme de structures en fait, qui avaient envie de contribuer au collectif. Et donc l'idée, ça a été de s'ouvrir très rapidement à des associations très locales. Et donc dans le collectif Mentorat, oui, il y a des associations qui sont nationales, voire internationales aujourd'hui pour certaines, en fait européennes. Mais il y a aussi des structures en fait, qui travaillent à l'échelle d'un quartier, dans les Hauts-de-France par exemple. Et la manière dont on fonctionne, en fait, c'est de se dire, on mutualise les outils, on mutualise les avis, chacun
peut participer à des instances, des groupes, pour essayer de faire remonter en fait sa parole, son sujet, et essayer de trouver sa place en fait dans ce collectif-là. C'est pas toujours évident. C'est sûr que du coup, il y a toujours ce sujet où, sur les pouvoirs publics, par exemple, c'est toujours plus simple quand on est avec une antenne à Paris ou une population à Paris qui peut aller à un rendez-vous du jour au lendemain parce qu'on vous dit demain on veut vous voir à 11h30 et rendez-vous disponible. Et oui, du coup, c'est plus facile, mais on essaie d'avoir cette représentation aussi pour toutes les structures et d'avoir cette force de frappe pour toutes les associations qui représentent le collectif. Oui, en rebond à ce que dit Sébastien, et je ne peux pas rester pour déjeuner, mais Émilie, qui est la responsable du mouvement Télémac, pourra vous en parler. Nous, on a construit chez Télémac un projet dont je rêvais depuis plusieurs années, qui est d'ailleurs soutenu par la Fondation Bellon, qui s'appelle le mouvement Télémac, qui est un projet de franchise sociale, où en fait, on va identifier, former et financer des associations locales pour déployer le modèle Télémac. Et là, on vient par exemple de valider une ville comme Melun, on vient de valider Perpignan, on vient de valider Mayotte, et on est super contents. Et en fait, ça répond un peu à vos deux questions. Ce qu'on observe, c'est effectivement que ces associations-là, elles ne pourraient pas forcément faire le travail, tu vois, FX de plaidoyer que nous, on fait parce que ça fait 20 ans qu'on existe, etc. Et en même temps, certaines d'entre elles, elles ont déjà un lien avec les collèges depuis 10 ans. Par exemple, à Melun, là, elle est déjà en lien avec les collèges depuis 10 ans. Donc en fait, nous, si on devait s'implémenter Télémac, ça nous prendrait, on l'a mesuré, entre 9 mois et 12 mois. Et puis, dans un tiers des cas, il y a un refus sur 2 des collèges pour des raisons politiques, de dialogue social. Donc en fait, on voit que cette notion de franchise sociale, et ça c'est Anne-Claire Page qui l'a modélisé, si vous voulez regarder dans son étude très bien faite du changement d'impact social des associations, Anne-Claire qui est chercheuse à ESSEC, et en fait, du coup, ça permet vraiment d'aller, pas forcément massivement, mais en tout cas d'aller plus loin et de redonner, par rapport à votre question, aux petites associations locales. Parce que je vois, par rapport à notre budget, effectivement, là, les associations locales, c'est des associations qui ont en moyenne, alors je ne sais plus, Émilie, si on l'a modélisé, mais de tête, là, les derniers dossiers que j'ai fait valider en bureau, c'est 80 000 euros de budget, 100 000 euros de budget, 120 000 euros de budget. Et donc, la question, c'est comment est-ce que nous, Télémac, on aide ces associations à redistribuer. Et j'avais rêvé de ce projet parce que j'avais entendu la grogne, notamment de certaines associations et de ce qui circule en mode c'est toujours les mêmes qui se servent, qui prennent l'argent, qui ont le temps de faire du plaidoyer, etc. Et là, je trouve ça juste génial. Et petite anecdote, j'ai aidé à convaincre mon bureau qui m'ont dit quand même, Erika, Mayotte, franchement, il n'y a pas d'autres priorités. Déjà, je leur ai dit, écoutez, d'autres priorités, avec 22 collèges d'éducation prioritaire, vous faites comme vous voulez, mais moi, je pense que c'est une priorité, premièrement. Et deuxièmement, ils ont 80 000 euros de budget. Enfin, ils ont une personne et un bénévole. Est-ce qu'on a envie de les aider ? Bien sûr qu'on a envie de les aider, bien sûr qu'on a envie de les financer, bien sûr qu'on a envie de continuer. Merci beaucoup pour cette conclusion. Je vais avoir le rôle pas très marrant de clôturer cette table ronde parce que l'heure est arrivée. Donc, en tout cas, merci beaucoup Dylan, Stéphane, Sébastien, Mona et Erika d'avoir participé, de partager vos expériences de confiance. On va aller dans quelques minutes prendre le déjeuner, donc n'hésitez pas à venir parler avec les intervenants. Je vais juste vous présenter au fond de la salle, il y a l'équipe d'Osons Plus avec Laure-Hélène, Chloé et Simon qui vont animer l'après-midi. Et puis peut-être, mon cher Franck, on gardera la synthèse pour cet après-midi. Hein, ça vous va ? Très bon appétit à toutes et tous. Merci.